Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mathilde, comme cette chaîne, et sur cette chaîne, je vous parle de mode, de couture et de modélisme, et j'ai lancé ma marque de patron de couture qui s'appelle Méthode Mathilde. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la sortie de mon nouveau modèle, mon nouveau patron de couture. Il s'agit d'une blouse qui s'appelle Olympe. J'aimerais vous donner une raison particulière pour laquelle cette blouse s'appelle Olympe, c'est juste que je trouve ce prénom magnifique. Voilà. Cette blouse présente différentes options de longueur, de cintrage, de manches, etc. C'est un modèle extrêmement versatile et vous pourrez vraiment l'adapter à votre univers, à votre style. Il conviendra à de nombreuses différentes morphologies, ce qui, je vous l'avoue, m'enchante grandement. Elle est disponible sur mon site internet au format PDF, à l'instar de tous mes autres patrons, et elle va de la taille 34 à la taille 50. Aujourd'hui, on va coudre l'une des versions ensemble. Je vais toutes vous les présenter dans environ 30 secondes, mais c'est tout pour cette introduction et c'est parti pour la vidéo. Je vais vous parler un petit peu des différentes versions de la blouse Olympe que j'ai imaginées et mises au point. La version que je vais coudre aujourd'hui est la version cintrée à la taille. Elle s'arrête un petit peu en dessous de la ligne de taille, entre la ligne de taille et les petites hanches. Elle se ferme sur le milieu du buste devant avec des petits nœuds et elle a des manches. Voilà, ça c'est la première version. On a la deuxième version qui a des manches également, un petit nœud à l'encolure. Néanmoins, cette dernière se ferme toujours sur le milieu du buste devant mais avec des boutons et elle est plus longue. Elle arrive vraiment aux petites hanches. Enfin, il y a une troisième version qui, cette dernière, est sans manches. Elle arrive un petit peu en dessous de la ligne de taille, elle est cintrée et en ce qui concerne sa fermeture, il y a un mélange entre un petit nœud à la taille, un petit nœud à l'encolure et des boutons entre les deux. Je trouve ça très mignon également. Parlons tout de suite du matériel nécessaire. De quoi avons-nous besoin pour coudre la blouse Olympe? Aujourd'hui, je vous liste la liste du matériel nécessaire pour coudre la blouse Olympe du jour, c'est-à-dire la blouse cintrée avec petits nœuds et manches. Les autres listes de matériel nécessaire, vous les retrouverez dans le guide explicatif illustré. Premièrement, nous allons avoir besoin de tissu principal. Si sa lèse est de 140 cm, des tailles 34 à 40, il nous faudra 1 mètre et des tailles 42 à 50, 1 mètre 20. Ensuite, nous allons avoir besoin de doublure. Si sa lèse est similaire, des tailles 34 à 40, il nous faudra 60 cm et des tailles 42 à 50, 70 cm. Un morceau d'entoilage est également requis, son emploi dépendra du type de tissu principal que l'on choisira. Un galon de broderie anglaise jour-échelle nous sera également nécessaire. Il faut que ce dernier fasse 2,5 cm de large. Des tailles 34 à 40, nous aurons besoin de 1,50 m et des tailles 42 à 50 de 1,90 m. Sans surprise, nous allons avoir besoin d'une bobine de fil, ton sur ton avec notre tissu principal et notre doublure. Et si notre tissu principal et notre doublure ne sont pas de la même couleur, comme pour moi, eh bien il faudra 2 bobines de fil, une ton sur ton avec le tissu principal et une ton sur ton avec la doublure. Pour la réalisation des rubans, nous allons avoir besoin d'un cordonnet d'un diamètre de 2 mm et d'une longueur de 150 cm. Alors le cordonnet, juste pour vous dire, il ne sera pas présent sur le modèle final, c'est juste un outil pour la confection des rubans. Enfin, pour terminer, autre outil, nous allons avoir besoin d'une épingle à nourrice. À l'instar de tous mes autres modèles, seule une machine à coudre est nécessaire pour coudre la blouse Olympe. L'utilisation d'une surjeteuse est complètement optionnelle, mais ne vous inquiétez pas, nous obtiendrons quand même de super jolies finitions, je vous le promets. Parlons broderie anglaise jour-échelle. Qu'est-ce que c'est? Le jour-échelle, ce sont de petits trous qui sont présents dans la broderie anglaise et qui vont être fonctionnels pour nous puisqu'on va venir y faire passer un ruban. Faites vraiment bien attention en achetant votre broderie anglaise. Vérifiez qu'il y a ces petits trous jour-échelle. Quel tissu est-ce que je vous conseille pour coudre la blouse Olympe? De nombreux tissus principaux sont compatibles avec la blouse Olympe. Si vous choisissez un coton à motif floral, vous donnerez à la blouse une allure d'inspiration champêtre, cottagecore, très romantique. Un coton ou bien un coton lin texturé emmèneront la blouse vers un univers davantage vintage. Si vous désirez vous orienter vers quelque chose de plus formel, une soie ou bien une viscose légèrement brillante conféreront à la blouse une certaine élégance et ce sera très joli également. La seule contrainte que vous avez réside dans les fronces, puisque de par la présence de fronces sur ce modèle, évitez tout de même les tissus trop épais qui ne lui feront pas la part belle. Mais c'est tout, à part ça, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Pour choisir la taille de la blouse Olympe que vous allez coudre, il vous faut vous baser sur 2 mesures, votre tour de poitrine et votre tour de taille. Et ça, c'est pour la version cintrée. Pour la version évasée, il faudra vous baser uniquement sur votre tour de poitrine. Pour le tour de poitrine, je vous conseille d'ajouter 10 cm de valeur d'aisance parce que à l'endroit de la poitrine, la blouse est ample. Pour le tour de taille, en revanche, petite subtilité, autrement c'est pas drôle, je vous conseille d'ajouter uniquement 4 cm. Si vous êtes entre 2 tailles, vous avez 2 options. Soit vous choisissez la taille au-dessus, c'est ce que je vous conseille plutôt que la taille
taille en dessous. Mieux vaut un petit peu trop grand et trop blousant que trop petit, parce que respirer et manger, c'est très important dans la vie. Ou alors, vous vous munissez du fichier où toutes les tailles sont les unes sur les autres et vous effectuez une petite gradation. Voilà. Lorsque vous achetez le patron du modèle Olympe sur mon site internet, vous recevez un fichier compressé. Ce dernier est composé de 9 fichiers PDF en format A4, chacun d'entre eux correspondant à une taille, de la taille 34 à la taille 50, et il présente un double tracé, fini et coupé. Les lignes de fini se trouvent à l'intérieur, elles sont celles du vêtement terminé, et les lignes de coupé se trouvent à l'extérieur, elles incluent les valeurs de couture. Comme ça, si vous désirez adapter les valeurs de couture à vos préférences, c'est tout à fait possible. Ce fichier compressé est également composé de 2 fichiers PDF en format A4 et A0 regroupant le tracé de toutes les tailles, toujours de 34 à 50 avec des calques, mesdames et messieurs. Pour ces fichiers regroupant toutes les tailles, seul le tracé coupé, c'est-à-dire avec valeur de couture, est indiqué parce que autrement ça faisait vraiment beaucoup trop de lignes et c'était complètement illisible. Et ces fichiers vous seront très utiles si vous désirez effectuer des gradations, des petites modifications, si vous êtes entre deux tailles, tout ça. Une fois que vous avez déterminé la taille du modèle Olympe que vous allez coudre, vous ouvrez le fichier PDF vous correspondant, vous sélectionnez les paramètres d'impression suivants: taille du papier A4 ou A0, échelle taille réelle ou 100%, orientation automatique. Pour le format A4, vous imprimez la première page afin de vérifier que le carré test mesure bien 5 cm sur 5 cm. Je ne le répéterai jamais assez, c'est extrêmement important. Vous lancez ensuite l'impression du patron dans son intégralité. Vous passez à l'assemblage des pages en pliant les bords, en les coupant. Vous faites votre petite tambouille comme vous préférez. Vous alignez le tracé du patron et vous scotchez les pages entre elles avec du scotch transparent. C'est parti pour la liste des morceaux et les instructions de coupe. On commence avec le buste et le morceau numéro 1, le buste devant, qui est à couper 2 fois dans le tissu principal et 2 fois dans la doublure. On continue avec le morceau numéro 2, le buste dos, qui est à couper quant à lui une fois au pli dans le tissu principal et une fois au pli dans la doublure. La ceinture devant et dos, le morceau numéro 3, qui est à couper une fois au pli dans la doublure et une fois au pli dans la broderie anglaise, puisque la ceinture est en broderie anglaise. On passe tout de suite à la manche avec le corps de la manche, le morceau numéro 4 qui est à couper 2 fois dans le tissu principal et c'est tout puisque les manches ne sont pas doublées. Ensuite, nous avons le morceau numéro 5, le bracelet de manche qui est à couper 2 fois dans la broderie anglaise. On passe tout de suite au ruban. Alors ces rubans sont à couper dans le tissu principal uniquement si vous désirez confectionner vos rubans dans le tissu principal. C'est-à-dire que si vous utilisez des rubans que vous achetez en mercerie, eh bien vous n'avez pas besoin de couper ces rubans dans le tissu principal. Mais je vous liste quand même les morceaux à couper si vous désirez confectionner vos rubans vous-même. On commence avec le morceau numéro 6, le ruban d'encolure qui est à couper 2 fois dans le tissu principal. Ensuite, nous avons le morceau numéro 7, le ruban de ceinture qui est à couper également 2 fois dans le tissu principal. Nous avons en avant-dernier le morceau numéro 8, le ruban des nœuds qui est à couper 4 fois dans le tissu principal. Et enfin, le dernier morceau, le morceau numéro 10, le ruban de bracelet de manche qui est à couper 2 fois dans le tissu principal. Avant de passer à la coupe des morceaux, on repasse notre tissu principal ainsi que notre doublure. On place les morceaux du patron sur notre tissu principal puis sur notre doublure en suivant ces plans de coupe-ci. Ainsi, le droit fil est bien respecté partout, extrêmement important. On se munit également de nos galons de broderie anglaise jour échelle. On coupe tous les morceaux. Alors j'attire votre attention sur un point extrêmement important. Plusieurs crans sont indiqués sur le patron et ces derniers seront indispensables lors du montage de la blouse Olympe. Donc surtout, on ne les oublie pas. Autre chose, des lignes de France sont présentes sur le buste devant, sur le buste dos ainsi que sur les manches et il est très important de bien penser à les tracer sur notre tissu principal. Ici personnellement je l'ai fait avec un crayon de bois parce que ça part très bien à l'eau. Si vous préférez vous pouvez utiliser un stylo à friction mais peu importe comment vous faites en fait, le plus important c'est de bien penser à les tracer sur le buste devant, sur le buste dos et sur les manches. Parlons thermocollant, aucune pièce de la blouse Olympe n'est à entoiler dans son intégralité. Néanmoins, si votre tissu principal est fin comme celui que j'ai choisi aujourd'hui
est potentiellement légèrement transparent, je vous invite quand même à entoiler l'envers de la doublure du buste devant à quelques endroits. Je vous conseille de l'entoiler sur la bretelle ainsi que sur les milieux du buste devant. Pourquoi la bretelle? La bretelle n'étant pas placée dans le droit fil, cela évitera que cette dernière ne gondole, ce qui serait très inélégant. Et le milieu du buste devant est l'endroit où l'on va venir fermer le vêtement, donc ça va être un endroit qui va être un petit peu sous tension. Il peut avoir besoin d'un petit peu plus de structure que le thermocollant nous apportera. Alors petite question, pourquoi est-ce que je vous conseille d'entoiler l'envers de la doublure et non l'envers du tissu principal? Si votre tissu principal est fin, il est potentiellement légèrement transparent, en tout cas le mien l'est, et si on entoile partiellement un tissu principal légèrement transparent, on va avoir une démarcation visible sur l'extérieur du vêtement. Ce n'est pas souhaitable. En revanche, lorsque l'on thermocolle la doublure, on n'a pas ce problème. Donc c'est pour cela. Je vous ai dit tellement de choses, on commence seulement maintenant la couture. Là, on va commencer par l'étape numéro 1, sans surprise, qui consiste à assembler le buste devant avec le buste dos sur les lignes de côté et sur les lignes d'épaule. Pour le tissu principal, on place le buste devant endroit contre endroit avec le buste dos. On les épingle ensemble sur leur ligne de côté. On les coud à 1 cm du bord et on ouvre les coutures au fer à passer. On répète l'opération avec la doublure. On place les bretelles devant et dos en tissu principal endroit contre endroit. On les épingle ensemble sur leur ligne d'épaule. On les coud à 1 cm du bord et on ouvre idem les coutures au fer à repasser. On répète toujours l'opération avec la doublure. On prend le buste en doublure et on pique à 1 cm du bord le long de ses entournures. On crante afin de libérer les courbes, puis on effectue des replis de 1 cm vers l'envers en suivant bien les courbes et on marque ces derniers au fer à repasser. Alors peut-être que vous vous posez la question, qu'est-ce qu'une entournure? L'entournure du buste est la partie où on va venir y coudre les manches et l'emmanchure des manches, c'est la partie que l'on va venir coudre au buste. Donc pour un buste, on dit une entournure, mais pour les manches, on dit l'emmanchure. Petite question technique, pourquoi est-ce que l'on doit piquer avant d'effectuer le repli? En fait, piquer avant d'effectuer le repli va nous permettre de mieux suivre les courbes de l'entournure et ça va également prévenir la matière de s'effilocher lors du crantage. Nous passons tout de suite à l'étape numéro 2 qui consiste à confectionner les rubans. On se munit des bandes en tissu principal destinées à la réalisation des rubans ainsi que du cordonnet. On prend les 2 morceaux de la bande destinés à l'encolure, on les place endroit contre endroit, on les épingle ensemble sur leur ligne de milieu dos, on les coud à 1 cm du bord et on ouvre la couture au fer à passer. Une fois cela fait, avec la bande destinée à l'encolure, on répète l'opération avec la bande destinée à la ceinture. On passe à la confection des rubans, on replie une première bande sur elle-même, rabattant ainsi l'endroit sur l'endroit et on place le cordonnet à l'intérieur. On pique tout le long de la bande à 1 cm du bord, emprisonnant ainsi le cordonnet à l'intérieur. Sur l'une des 2 largeurs de la bande, on pique perpendiculairement à la couture que l'on vient de réaliser, fixant ainsi le cordonnet à cette dernière. On rogne un petit peu dans les rentrées de couture, puis on retourne la bande à l'endroit en tirant sur le cordonnet et en faisant coulisser le tissu. On coupe l'extrémité de la bande fixée au cordonnet, on aplatit les coutures au fer à repasser en faisant en sorte que la couture de jonction ne soit visible que d'un seul côté et ce côté-là deviendra l'envers du ruban. Une fois cela fait, avec le premier ruban, on réalise tous les autres rubans de la sorte. On en obtient ainsi 8 que je vais vous citer par ordre de longueur décroissant. Donc on commence par le ruban de l'encolure, ensuite on a le ruban de la ceinture, les 2 rubans de bracelet de manche et les 4 rubans de nœud. Voilà, ça nous fait 8, on a 8 rubans. Si vous le préférez, vous pouvez d'ailleurs réaliser certains de ces rubans bout à bout. Cela ira plus vite, par exemple pour les rubans de bracelet de manche et les rubans de nœud. Il s'agit maintenant de réaliser les finitions aux extrémités de quelques-uns de ces rubans. Pour le ruban d'encolure, il faut réaliser les finitions des 2 côtés.
Pour le ruban de taille, il faut également réaliser les finitions des deux côtés. Pour les rubans de bracelet de manche, il ne faut réaliser aucune finition. Et pour les rubans de nœud, il faut réaliser les finitions que d'un seul côté. Pour les extrémités des rubans où les finitions sont nécessaires, on effectue 2 replis de 5 mm vers l'envers et on marque ces derniers au fer à repasser, puis on fixe ces plis à la main sur leur côté. Nous en sommes maintenant à l'étape numéro 3. On va assembler le tissu principal, j'ai bugué, non, j'ai dit un truc bizarre. Nous allons assembler le tissu principal avec la doublure sur l'encolure devant et dos, également sur le buste devant et sur l'ourlet. Bon écoutez, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je n'avais pas thermocollé la bretelle alors qu'il aurait été préférable que je le fasse. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est nécessaire de le faire lorsque votre tissu principal est fin afin de donner à la bretelle une certaine tenue et éviter que cette dernière ne gondole. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Alors bien entendu, il est préférable de le faire avant de commencer à coudre, mais c'est comme ça de toute façon, j'ai envie de vous dire. Voilà ce que ça nous donne. On place le tissu principal et la doublure du buste endroit contre endroit sur les encolures devant et dos. On les épingle ensemble et on les coud à 1 cm du bord. On crante afin de libérer les courbes. Puis, on effectue une couture de maintien, c'est-à-dire qu'à quelques millimètres de la couture initiale, endroit sous les yeux, on sous-pique en prenant ensemble la doublure et les rentrées de couture que l'on a rabattues en dessous. Une fois cela fait, on place le buste envers contre envers, on aplatit les coutures au fer à repasser. Ainsi, grâce à cette technique, les bords du décolleté tourneront naturellement vers l'intérieur du vêtement et on ne verra pas la doublure se faire la malle vers l'extérieur, ce qui est beaucoup mieux. Nous en sommes au moment où je décide de thermocoller les milieux du buste devant. Voilà ce que cela nous donne. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est préférable lorsque votre tissu principal est fin, donc probablement légèrement transparent, de thermocoller l'envers de la doublure plutôt que l'envers du tissu principal afin d'éviter des démarcations. Et c'est exactement ce que j'ai fait ici. On prend les 4 rubans destinés au nœud et le galon en broderie anglaise jour échelle. On les place sur les milieux du buste devant en tissu principal en suivant les repères indiqués sur le patron. Les rubans sont à placer endroit contre endroit, tandis que le galon de broderie anglaise jour échelle est quant à lui à placer envers contre endroit. On les épingle ensemble, puis on les coud à 8 mm du bord. On prend la doublure de la ceinture, on effectue des replis de 1 cm vers l'envers et on marque ces derniers au fer à repasser le long de ses longueurs, donc c'est-à-dire sur ses lignes supérieures et inférieures. On place la doublure de la ceinture envers contre endroit sur les milieux du buste devant en doublure, en suivant toujours les repères indiqués sur le patron, et on les coud à 8 mm du bord. On place le tissu principal et la doublure endroit contre endroit le long des milieux devant et de l'ourlet. Donc pour ce faire, on place la broderie anglaise, la doublure de la ceinture et les rubans à l'intérieur. Et une fois qu'on a bien rangé tout le monde à l'intérieur, on les épingle ensemble. On les coud à 1 cm du bord. Attention, on commence à piquer 1 cm après le haut de l'encolure et on s'arrête 1 cm avant afin d'y laisser le tissu principal et la doublure volant pour y faire passer le ruban de l'encolure. Donc on laisse un petit trou et c'est complètement volontaire. Voilà, surtout on n'oublie pas le petit trou.
On dégarnit les angles en coupant au plus près des coutures tout en faisant attention à ne pas couper les coutures, bien évidemment. On retourne la blouse à l'endroit par l'une des deux entournures. Pour bien retourner les angles, on peut utiliser une paire de ciseaux. Alors là, j'ai un petit peu forcé sur la paire de ciseaux. Faites-le délicatement. Mais on peut utiliser une paire de ciseaux si on a du mal à bien retourner les angles. Une fois que tout est bien retourné, on aplatit les coutures au fer à repasser. Ici, il serait délicat de faire une couture de maintien. Ainsi, pour être sûr que la doublure ne déborde pas vers l'extérieur du vêtement, ce qui serait très inélégant, on peut tricher un petit peu lors du repassage et décaler légèrement la couture de jonction vers l'intérieur du vêtement. Alors, c'est une petite triche, mais ça fonctionne très bien. On vient de passer 15 minutes ensemble, donc je pense qu'il est temps pour moi de vous rappeler de vous abonner à cette chaîne si vous appréciez mon contenu de manière générale. On est de plus en plus et ça me fait extrêmement plaisir. Chaque nouvelle personne qui arrive me fait chaud au cœur, ça me soutient, ça aide la chaîne à se développer, à me faire connaître et c'est très important. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, rejoignez cette superbe communauté bienveillante, adorable, merveilleuse, tout ça, tout ça. Bon, on est d'accord, là je parle de vous, hein, pas de moi, ne pensez pas que je m'envoie des fleurs de la sorte. Nous voilà déjà à l'étape numéro 4, l'avant-dernière étape de ce tutoriel vidéo. On va s'occuper de coudre la coulisse d'encolure ainsi que les fronces. Et on va fixer la ceinture, tout ça, tout ça. Maintenant, on va venir réaliser la coulisse de l'encolure où l'on viendra passer, sans surprise, le ruban de l'encolure. Pour réaliser cette coulisse, on va piquer endroit du buste devant et dos sous les yeux à 1 cm du bord en prenant le tissu principal et la doublure ensemble. Lors de la réalisation de la couture de la coulisse, si comme moi vous avez un tissu principal qui n'est pas de la même couleur que votre doublure, il faut utiliser une bobine de la couleur de votre tissu principal et une canette de la couleur de votre doublure. Ce sera beaucoup plus joli comme ça. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai du rose en haut et du blanc en bas. Une fois cette merveilleuse coulisse réalisée à l'aide d'une épingle à nourrice, on va faire passer le ruban de l'encolure à l'intérieur de la coulisse. Il se peut que l'on bloque un petit peu sur les coutures d'épaule. Il faut parfois réessayer plusieurs fois pour bien trouver son chemin, mais normalement avec la couture de maintien qui maintient les rentrées de couture, ça devrait pas être trop difficile. Néanmoins, si lorsque vous arrivez de l'autre côté sur le milieu du buste devant et que vous avez du mal à ressortir votre épingle à nourrice, ça m'est arrivé, vous pouvez utiliser une pince à épiler ou une pince qu'on trouve souvent dans les accessoires de machine à coudre comme celle-ci pour venir chercher votre épingle à nourrice. Voilà mes petits tips pour cette coulisse d'encolure. Une fois que l'on a bien passé le ruban d'encolure à l'intérieur de la coulisse d'encolure, on répartit le volume du buste de manière à ce que la blouse soit froncée sur le buste dos et sur le décolleté du buste devant, mais non sur les bretelles. Lors de la mise au point du patron, je n'ai pas du tout prévu de fronce sur les bretelles, donc faites attention lors de la répartition de vos fronces à ne pas en placer ici parce que cela risquerait de déformer le rendu du vêtement. Lorsque vous aurez terminé de coudre votre blouse Olympe, vous allez l'essayer, tout ça. Et si vous voulez, vous pouvez figer les fronces du buste dos en faisant un petit point à la main dans le sillon des coutures d'épaule. Cela vous évitera de réajuster les fronces du buste dos à chaque fois si c'est quelque chose qui vous embête un petit peu. En ce qui concerne les bretelles, pensez bien à ne pas en mettre et ensuite vous ajustez sur le décolleté en fonction de ce que vous voulez, vous pouvez plus ou moins resserrer. On passe aux fronces, les bustes devant et dos sont froncés à 2 endroits, à la jonction avec la partie supérieure de la ceinture en broderie anglaise jour-échelle et à la jonction avec la partie inférieure de la ceinture en broderie anglaise jour-échelle. On épingle les bustes devant et dos en tissu principal avec leur doublure le long des lignes de fronce indiquées sur le patron. Alors là personnellement je les ai repérés grâce à mon petit trait de crayon de bois sur l'envers qui transparaissait un petit peu sur l'endroit. Sur notre machine à coudre, on règle la longueur du point à 3,5 mm et on diminue la tension du fil. Pour les 2 lignes à froncer, on pique endroit du tissu principal sous les yeux, prenant la doublure également.
Une première fois à 8 mm du bord et une seconde fois à 5 mm du bord. On pique toujours à l'intérieur de la zone qui sera recouverte par la ceinture en broderie anglaise. Surtout, on ne pique pas à l'extérieur, c'est préférable. On ne fait aucun point d'arrêt et on laisse les fils dépasser au début et à la fin de nos coutures. Afin de former les fronces, on tire doucement sur les fils de canette des deux coutures, d'un côté puis de l'autre. Donc ça nous fait au total 4 fils de fronce. À l'aide d'une épingle à nourrice, on fait passer le ruban de la ceinture à l'intérieur des passants de la ceinture en broderie anglaise jour échelle. On place la ceinture en broderie anglaise envers contre endroit avec le buste devant et dos en tissu principal. On veille à ce qu'elle cache bien les fils de fronce, toujours. On les épingle ensemble prenant la doublure du buste également et en faisant se correspondre ces différents repères. Le milieu dos de la ceinture correspond au milieu dos du buste. Les jonctions devant et dos de la ceinture correspondent aux jonctions devant et dos du buste. Et les milieux devant de la ceinture correspondent au milieu devant du buste. Mais bon, ceux-là, on les a déjà cousus ensemble. On fait bien se correspondre tout ce petit beau monde. On vérifie que les fronces sont bien réparties régulièrement, puis endroit de la ceinture en broderie anglaise sous les yeux, on pique le long de ses longueurs au ras de ses bords. On pique lentement pour éviter de faire des petites bêtises. Une fois cela fait, on découle les fils de fronce apparents sur l'envers du buste afin de les différencier plus aisément de ceux de la couture d'assemblage avec la ceinture. Vous pouvez utiliser des fils de fronce d'une couleur contrastante. Ici, je ne l'ai pas du tout fait, mais ça peut être une bonne idée. Maintenant que l'on a assemblé la ceinture en broderie anglaise avec le buste, on va assembler la ceinture en doublure. On place la ceinture en doublure envers contre endroit avec le buste devant et dos en doublure. On les épingle ensemble en faisant se correspondre les mêmes repères que tout à l'heure, rien n'a changé, et on la fixe à la main sur l'entièreté de ses lignes supérieures et inférieures. Il est tout à fait possible de coudre la ceinture en doublure à la machine, néanmoins je trouve que les finitions intérieures s'en retrouvent un petit peu dégradées, c'est pour cela que je préconise les points à la main. En plus c'est très méditatif. Choupette est en train de faire un bordel monstre dans la cuisine. T'es contente de toi? Vous avez vu comme elle a grandi? Il y a toujours le micro qui l'attire beaucoup. Je trouve qu'elle est devenue immense. Mais en même temps, c'est un croisé Maine Coon et les croisés Maine Coon sont quand même supposés être très grands. Mais les femelles moins que les mâles. Et Choupette est une magnifique femelle. Bon, oui, t'es très belle. Nous en sommes à l'étape numéro 5, la dernière étape de ce tutoriel vidéo. Donc on va s'occuper sans surprise des manches, puisque c'est la seule chose que l'on n'a pas touchée jusqu'à maintenant. C'est parti pour les manches. Pour rappel, les manches ne sont pas doublées, ainsi les étapes suivantes ne font référence qu'au tissu principal. On va commencer par la couture anglaise et c'est la première fois dans l'un de mes tutoriels que je vous propose une couture anglaise. C'est une couture que j'adore, donc je suis très contente. On prend les manches, on les replie sur elles-mêmes, rabattant ainsi l'envers sur l'envers. Attention, pas l'endroit sur l'endroit, l'envers sur l'envers. Ceci est une couture anglaise. On les épingle ensemble, on les coud à 5 mm du bord, on aplatit les coutures au fer à repasser et on rogne un petit peu dans les rentrées de ces dernières pour ne laisser que 3 mm. Il s'agit ici d'être très délicat. On retourne nos manches, les plaçant cette fois-ci endroit contre endroit. On les épingle de nouveau ensemble, puis on les pique à 5 mm du bord. On coupe les petits fils qui pourraient dépasser et on aplatit les coutures anglaises au fer à repasser en les rabattant vers le dos. Passons à l'ourlet. Là, on va faire un ourlet mouchoir. Donc, tout le long du bas des manches, on effectue un repli de 5 mm vers l'envers avec notre machine à coudre. En piquant au bord du pli, on rogne un petit peu dans les rentrées de couture, puis on réalise de nouveau un repli de 5 mm vers l'envers et on marque ce dernier au fer à repasser. Envers sous les yeux, on pique ce nouveau repli dans le sillon de notre première couture. À l'aide d'une épingle à nourrice, on fait passer les rubans de bracelet de manche à l'intérieur des passants des bracelets de manche en broderie anglaise jour échelle. On replie les bracelets de manche sur eux-mêmes, rabattant ainsi l'endroit sur l'endroit. On les épingle, on les coud à 1 cm du bord, prenant les rubans également. On ouvre nos coutures au fer à repasser et voilà ce que l'on obtient.
Pour rappel, les manches sont froncées à 3 endroits, au sommet des têtes de manche, à la jonction avec la partie supérieure du bracelet de manche en broderie anglaise jour échelle et à la jonction avec la partie inférieure du bracelet de manche en broderie anglaise jour échelle. Sur notre machine à coudre, on règle la longueur du point à 3,5 mm et on diminue la tension du fil. Pour les têtes de manche, on pique entre l'écran de début et de fin des fronces, endroit sous les yeux, une première fois à 8 mm du bord et une seconde fois à 5 mm du bord. Pour les 2 lignes à froncer sur le corps des manches, on pique une première fois à 8 mm du bord et une seconde fois à 5 mm du bord. On ne fait aucun point d'arrêt et on laisse bien les fils dépasser au début et à la fin de nos coutures. Afin de former les fronces, on tire doucement sur les fils de canette des 2 coutures, d'un côté puis de l'autre. Petite question technique, pourquoi t'a-t-on piqué 2 fois? Piquer 2 fois nous permet d'obtenir des fronces plus uniformes. Et pourquoi tire-t-on sur les fils de canette? Alors il est plus facile de tirer sur les fils de canette que sur ceux de bobine, puisque les fils de canette restent en dessous de la couture, alors que les fils de bobine font des allers et retours entre le dessus de la couture et le dessous de la couture. C'est pour cela qu'il est préférable de tirer sur les fils de canette. On place les bracelets de manche en broderie anglaise envers contre endroit avec le corps des manches de manière à ce qu'ils cachent les fils de fronce. Endroit du bracelet de manche en broderie anglaise sous les yeux, on pique le long de ses longueurs, donc sur ses lignes supérieures et inférieures, au ras de ses bords. Une fois cela fait, on découle les fils de fronce apparents sur l'envers des manches. À l'instar de tout à l'heure, mieux vaut avoir des fils de fronce d'une couleur contrastante afin de mieux les repérer. On arrive vraiment à la toute fin de ce tutoriel vidéo. On va s'occuper d'assembler les manches avec le buste. On place les manches en tissu principal endroit contre endroit avec le tissu principal du buste devant et dos. On les épingle ensemble sans prendre, attention, la doublure du buste. Elle, on la laisse tranquille pour le moment. Et on fait bien attention à faire se correspondre les différents crans indiqués sur le patron. Je vous les liste. Les premiers crans de la manche dos correspondent au premier cran du buste dos. Les seconds crans de la manche dos, c'est-à-dire le début des fronces, correspondent au second cran du buste dos. Les premiers crans de la manche devant, c'est-à-dire la fin des fronces, correspondent au premier cran du buste devant et les deuxième et troisième crans de la manche devant correspondent au deuxième et troisième cran du buste devant. On vérifie que les fronces sont bien réparties régulièrement. On coud ces deux parties ensemble à 1 cm du bord. Il est préférable de piquer l'envers des manches sous les yeux. Ainsi, on peut bien réajuster les fronces au fur et à mesure que l'on pique. Pour cette couture-là, on ne se presse pas, on prend son temps, on pique tout doux. Une fois ces coutures réalisées, on crante le long de ces dernières, puis on les aplatit au fer à repasser en rabattant les rentrées vers le buste. Notre blouse Olympe est désormais terminée, je suis trop contente. Je vous montre le résultat porté tout de suite, j'espère que ça vous plaira. A little different than all the rest. I'm quite old-fashioned where I had sometimes played chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore, so hard to find, these seem impossible to score. So I dream on to someday find that vintage love. I kept on looking, but everyone's such a bore. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous êtes des vrais, ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu et que la blouse Olympe vous a plu. J'ai hâte de voir vos propres versions de la blouse Olympe, surtout pour que je puisse voir vos créations. N'hésitez pas à utiliser le hashtag OlympeBlouse et également à me taguer. Je tiens à remercier les couturières de renom qui ont testé ce patron, elles m'ont été d'une grande aide. Merci beaucoup à vous pour votre soutien, pour votre engouement pour ce patron, pour toutes vos jolies réalisations que j'aime toutes plus les
les unes que les autres, c'est simple. De mon côté, je vais aller travailler sur mon prochain modèle que j'ai déjà en tête. Je suis très excitée à ce sujet. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous embrasse fort. Bye bye! A little different